Les amis, le miracle n'aura pas eu lieu côté Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont inclinés 2 buts à 1 à domicile face à Arsenal, 5 buts à 1 sur l'ensemble des deux rencontres. On va analyser un peu à chaud cette partie qui s'est terminée donc au bout de 90 minutes. J'imaginais plutôt 120 minutes parce que je pensais que le Real était tout à fait capable d'aller décrocher à minima la prolongation, d'autant plus que la campagne médiatique du club et des médias espagnols en général a été plutôt forte sur les derniers jours. Évidemment, les supporters du Real ont commencé à y croire au vu du passé du club, au vu de la réputation d'Arsenal d'être un club de losers. Au final, il n'en a rien été. Cette équipe d'Arsenal est restée très solide, très vaillante et elle est parvenue à se qualifier pour la demi-finale. Arsenal défiera le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions, tandis que de l'autre côté, l'Inter a concédé le match nul de partout, ce qui permet donc aux Nerazzurri d'accéder à la demi-finale de la Ligue des Champions où ils défieront le FC Barcelone d'Antifique. Alors on va parler d'abord de ce match entre le Real Madrid et Arsenal. On aura peut-être un petit mot sur le Inter Bayern, mais je ne l'ai pas encore vu, je ne me suis pas encore tapé le résumé, donc j'aurai pas grand-chose à dire de toute façon. Mais sur ce Real Arsenal, on a pas mal de choses intéressantes. Alors déjà, on va commencer par évoquer la nervosité. Je voulais pas commencer par parler du match en lui-même, mais je voulais parler de la nervosité des joueurs du Real Madrid. Ces derniers nous avaient habitués à être plutôt calmes, plutôt sereins sur les matchs retour de Ligue des Champions où la situation était mal embarquée face au PSG, face à Manchester City, mais c'est vrai que cette équipe du Real Madrid, elle a peut-être manqué de leaders qui auraient pu être là pour rassurer. Si tu prends 2022 par exemple, tu avais toujours des leaders comme Casemiro, Benzema, Kroos pour toujours calmer le jeu et essayer de garder cette forme de sérénité. On se rappelle de cette scène lunaire où on a Benzema et Casemiro qui rigolent sur un corner face à City sur le retour alors qu'ils sont menés peut-être de 2 ou 3 buts sur l'ensemble des deux matchs à ce moment-là. Aujourd'hui, on a senti beaucoup de nervosité, beaucoup de crispation, peu de sourire sur le visage des Madrilènes et au final, ça s'est vraiment retranscrit au fur et à mesure de la partie. Je rappelle que sur les 4 centraux titulaires du Real Madrid ce soir, tu en as 3 qui écopent d'un carton jaune. Rudiger, Asensio et Lucas Vasquez. Donc c'est vrai que ça, c'est une situation qui est assez problématique quand même d'avoir 3 joueurs dans ta défense qui écopent chacun d'un carton jaune. Ça ne te permet pas d'aborder le match sereinement, d'autant plus que tu affrontes des joueurs qui sont quand même redoutables en 1 contre 1 et sur lesquels tu es susceptible de commettre des fautes, que ce soit Bukayo Saka ou encore Gabriel Martinelli qui a fait beaucoup de chichis d'ailleurs, des chichis qui peuvent passer pour insupportables et c'est vrai que quand tu affrontes ce genre de joueur, tu as juste envie de le tacler parce que forcément tu es mené au score, ça fait monter ta nervosité, ça s'est vu avec Lucas Vasquez qui peut-être n'a pas l'aura d'un capitaine, mais globalement c'est la nervosité que j'aimerais souligner en premier lieu, cette équipe du Real qui a peut-être manqué de calme et de sérénité, mais c'est dû aussi à la ferveur populaire, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de pression qui est montée au fur et à mesure de la semaine et peut-être que cette pression médiatique, la pression engendrée par le club aussi ont été peu profitables au Real Madrid ce soir et ça n'a pas permis aux joueurs de se préparer de la manière la plus optimale possible. Peut-être qu'un peu plus de calme et de modestie aurait fait du bien au club de la Maison Blanche parce que là ils sont vraiment arrivés dans un scénario presque hollywoodien où il fallait absolument renverser les 3 buts, où tout le monde ne parlait que de remontada. Les joueurs du Real Madrid disaient même que c'était le mot qui circulait le plus dans le vestiaire, qu'ils étaient tombés sur des vidéos faites par des fans où on leur demande de faire la remontada et forcément c'est peut-être monté à la tête de certains joueurs. Donc j'aimerais souligner cette nervosité et le fait que tu n'es pas forcément de leader comme tu pouvais en avoir dans le passé, des leaders qui t'auraient permis peut-être de te calmer un peu parce que quand on regarde dans le 11 du Real Madrid qui commence la partie, qui sont les leaders? Alaba, c'est compliqué puisque c'est un joueur qui a longtemps été blessé et qui était un cadre du Bayern. Est-ce qu'Alaba est un cadre du Real Madrid aujourd'hui avec toutes les blessures qu'il a connues, avec son déclin sportif? Est-ce que Rudiger est un leader? On parle quand même d'un joueur qui, a 4-5 ans, n'existait pas vraiment dans la carte des défenseurs centraux très cotés dans le monde. Rudiger peut être un leader, mais c'est le premier à faire preuve de nervosité. Donc, est-ce qu'on peut vraiment compter sur un joueur comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que le manque de leader et la nervosité sont les premières choses que j'aimerais souligner. Derrière, on a eu aussi cette situation sur Bukayo Saka avec ce penalty et là aussi, ça témoigne d'une certaine forme de nervosité avec cette faute de Raúl Asensio sur Mikel Merino. Bukayo Saka qui décide de jouer la panenka. Alors oui, je peux comprendre que le joueur ait voulu se faire plaisir sur ce match retour de Ligue des Champions, mais peut-être que Mikel Arteta a dû lui tirer un peu les oreilles parce que déjà, c'est un geste qui est mal effectué de la part de l'international anglais et surtout qu'à ce moment-là, tu t'exposes quand même à un retour de flamme du Real Madrid. Je rappelle quand même que cette panenka-là, derrière,
elle permet au Real Madrid de rester dans le match parce que si tu marques le premier but dès le premier quart d'heure de jeu, forcément tu prends une énorme option sur la qualification et tu coupes complètement les jambes du Real Madrid. Or là, tu tentes une Panenka, est-ce que c'est par manque d'humilité ou est-ce que c'est vraiment par volonté de marquer l'histoire? Parce que c'est vrai que dans l'histoire, Saka aurait pu être retenu comme le joueur à avoir inscrit une Panenka sur un match retour au Bernabeu, à l'image d'un Declan Rice qui avait mis un doublé sur coup franc lors du match aller. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette Panenka, elle était malvenue quand on sait que Bukayo Saka n'est pas un expert sur les pénaltys, quand on sait aussi qu'à ce moment-là, ça remet le Real Madrid dans le match. Déjà, ça crée chez le Real Madrid une volonté de revanche parce que Saka a clairement envie de chambrer, donc derrière, ça rentre dans une forme de trash talking. On a vu à la mi-temps Carvajal prendre à partie Bukayo Saka, donc c'est vrai que ça aurait pu vraiment remettre le Real dans le match, que ce soit sur le plan comptable, parce qu'à ce moment-là, tu restes à 0-0, mais aussi sur le plan mental, où le Real Madrid aurait eu envie d'aller chercher les buts pour pouvoir chambrer derrière Bukayo Saka. Donc je trouvais que cette Panenka, elle était plutôt malvenue. Et dans le jeu côté Real Madrid, on a eu 66% de possession, mais une possession sans doute assez stérile, avec beaucoup de lenteur et de maladresse dans le jeu. Dans ce milieu, Tchouaméni, Bellingham, Valverde. Tchouaméni a fait son match, j'ai trouvé plutôt propre sur les premières relances avec ce jeu latéral qui permet dans un premier temps sur les premières phases de relance de faire avancer le jeu. Mais si tu veux le faire jouer un peu plus haut, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et puis Fede Valverde qui a été très imprécis dans son jeu long, je trouve. Là aussi, Valverde pour jouer bas et essayer de relancer directement, oui, mais dès que tu le mets un peu plus haut à la création, ça devient beaucoup plus compliqué. Là aussi, Jude Bellingham s'est attelé à un rôle de premier défenseur. Il a essayé de gagner les ballons, il a beaucoup taclé, il a mis beaucoup d'énergie et d'intensité dans ses courses, mais avec le ballon, ça manquait cruellement de solutions. Ça manquait de solutions dans la surface parce que tu n'as pas de vrai numéro 9. Tu as eu un Mbappé qui jouait énormément à l'arrêt, et ça, c'est un problème parce que tu ne peux pas te permettre de jouer à l'arrêt. Il faut chercher l'espace systématiquement. Et dans ce marasme, le seul qui a essayé de tenter des choses sans être absolument merveilleux, c'est Vinicius Junior, qui malheureusement a joué un football beaucoup trop stéréotypé. Dans un premier temps, il essayait systématiquement de repiquer dans l'axe, mais il y avait souvent une prise à deux du côté d'Arsenal. Et dans un second temps, il essayait de prendre l'extérieur pour centrer sur son pied gauche, mais ça finissait soit en corner, soit sur un centre raté. Et même quand il réussissait son centre, il n'y avait pas assez de monde dans la surface pour reprendre ce dernier. Donc c'est vrai que ça a été une soirée très compliquée pour le Real Madrid. Et vers l'heure de jeu, Ancelotti a décidé de tout changer. Il a repositionné Tchouaméni et Valverde beaucoup plus bas, Valverde arrière droit et Tchouaméni dans l'axe pour faire rentrer des profils un peu plus techniques comme Ceballos et Modric dans le milieu de terrain, mais ça n'a pas été forcément meilleur. Peut-être que les changements étaient trop tardifs, peut-être qu'Ancelotti a manqué d'ambition sur sa composition. C'est vrai que sur un match retour où tu sais qu'Arsenal va jouer un peu plus bas, tu sais que les Gunners vont être un peu plus craintifs, peut-être que tu aurais dû mettre des profils plus techniques, peut-être que la solution la plus opportune, ça aurait été de faire jouer Tchouaméni dans la défense centrale et faire débuter Ceballos et Modric pour prendre cette touche un peu technique au milieu de terrain. Maintenant, ça aurait peut-être manqué de bagages face à ce milieu d'Arsenal qui court énormément, que ce soit Declan Rice, Thomas Partey ou Odegaard sur le premier rideau défensif. Donc c'est vrai que cette équipe du Real Madrid n'a pas été fantastique, avec beaucoup de possessions stériles, avec un manque criant d'occasion et un manque de présence dans la surface de réparation. Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème de cette équipe du Real ce soir, c'est que tous les joueurs d'Arsenal gagnaient systématiquement les duels dans la surface de réparation. Pourquoi? Parce que ça manquait de présence, avec beaucoup de décrochage. Et au final, les seules choses qui te permettaient de tenir dans ce match-là, c'était sur les phases de contre. Mais les phases de contre, elles étaient rares, puisqu'Arsenal ne jouait pas forcément haut. Donc derrière, tu t'es retrouvé face à un jeu assez compliqué. Rodrigo qui a été inexistant, mais parce que Lucas Vazquez ne s'est pas montré suffisamment offensif et n'a pas proposé assez de solutions en dédoublement. Et puis c'est pareil pour Vinicius de l'autre côté. Il n'y a pas les montées de David Alaba qui permettraient à Vinicius de varier son jeu. Si Vinicius a été aussi stéréotypé ce soir, c'est que Alaba ne venait pas faire le boulot aussi de couverture pour prendre l'espace dans le dos de la défense d'Arsenal pour essayer de créer une solution dans le dédoublement. Donc ça a été une soirée très laborieuse pour le Real d'un point de vue offensif, et au fur et à mesure du match d'un point de vue défensif aussi, parce que forcément tu commençais à jouer beaucoup plus haut et à être exposé sur les contres, et ça a donné lieu au but de Martinelli. Ça a aussi donné lieu à l'égalisation de Bukayo Saka, et cette égalisation, c'est un dépassement de fonction de l'ailier anglais. Il y a une situation peut-être un peu litigieuse sur le départ de l'action, peut-être qu'il y avait hors-jeu de Bukayo Saka, mais derrière Saka, sur le début de l'action où on le soupçonne d'être hors-jeu, il est tout sur la largeur du terrain, il est là vraiment à la création pour jouer le retrait, et puis derrière il se retrouve dans la surface, dépassement de fonction, ça devient presque un numéro 9 et il vient profiter d'un oubli d'Antonio Rudiger pour se faufiler au milieu de cette défense du Real et fixer parfaitement Thibaut Courtois d'un très beau ballon piqué. Mais en tout cas, ce dépassement de fonction de Bukayo Saka qui a vraiment pris la verticalité, qui est vraiment devenu presque un numéro 9 chez cette équipe d'Arsenal qui en manque cruellement, j'ai trouvé ça très intéressant sur le plan tactique, mais globalement cette équipe du Real Madrid est tout simplement tombée sur un adversaire qui était meilleur. Arsenal a fait preuve d'énormément d'ambition
lors du match aller en allant chercher haut, en étouffant le Real Madrid, en étant très solide défensivement avec Saliba qui avait fait un superbe travail sur Kylian Mbappé pour museler son capitaine en équipe de France. Et sur le match retour, Arsenal a décidé d'opter par une stratégie totalement différente avec un bloc médian. C'était pas un bloc bas. J'entends là des déclarations de Lucas Vasquez qui dit qu'Arsenal est venu pour défendre. Je rappelle quand même que la statistique, c'est que cette équipe d'Arsenal, elle tire de manière cadrée 2 fois plus que le Real Madrid. Il y a 2 fois plus de frappes cadrées d'Arsenal que de frappes du Real Madrid ce soir. Donc ça montre que Arsenal n'est pas forcément venu pour défendre, ils ont parfaitement joué les comptes et surtout sur ce 4-4-2 à plat, c'était un bloc médian, c'était pas forcément un bloc bas. On n'a pas eu une équipe d'Arsenal qui s'est regroguillée dans son camp. Et cette équipe du Real Madrid, quand tu as autant de maladresse technique et autant de lenteur dans la construction, aussi peu de solutions dans l'entrejeu, aussi peu de solutions offensives, à part peut-être dans la profondeur, parce que tu as des joueurs rapides, et encore aujourd'hui, ça ne s'est pas vraiment vu, ben, tu ne peux pas espérer aller beaucoup plus loin dans la compétition face à une équipe nationale qui a été tout simplement plus forte que toi collectivement et qui a mieux géré les deux matchs dans l'ensemble, en étant haut lors du premier match, en étant vraiment ambitieux à domicile. Le but pour Arsenal sur le match aller, c'était vraiment de gagner pour essayer de prendre une avance confortable en vue du match retour qui allait de toute façon être compliqué au vu de la campagne médiatique menée par le Real et au vu de la qualité intrinsèque du Real. On parle quand même des tenants du titre. Mais derrière, sur le match retour, Arsenal est venu avec une stratégie non pas frileuse, non pas ambitieuse non plus, parce que tu ne vas pas te permettre de jouer très haut quand tu as Mbappé et Vini dans le dos qui sont là pour faire une remontada. Tu viens avec un bloc médian, plutôt solide là aussi. Il y a la petite erreur de Saliba, mais Saliba, de toute façon, en première ligue, on a l'habitude de voir un William Saliba qui tâtonne un peu, qui a du mal sur la relance, qui est peut-être un peu lent, qui veut peut-être trop en faire aussi sur le plan technique. Ça a donné lieu au pressing de Vinicius. Mais on va pas se mentir, on y a tous un peu cru à ce moment-là, mais il manquait peut-être 20-25 minutes à tout casser. Il y avait 3 buts à mettre, ça paraissait quand même assez compliqué. S'il n'y avait pas eu le but d'Arsenal, peut-être à 1-0 à ce moment-là, il manque 20-25 minutes, c'est en plus une erreur du défenseur d'Arsenal. Peut-être que psychologiquement, ça peut les démobiliser. Mais globalement, même si Vinicius paraissait être le premier à y croire, j'ai pas l'impression que les fans du Real Madrid étaient forcément fans de l'idée et qu'ils étaient forcément derrière le Real à ce moment-là, parce que oui, le Real est un club historique et capable de faire des remontadas, mais au bout d'un moment, il y a des réalités auxquelles tu ne peux pas échapper, et même quand Vinicius égalise, tu dis que ça va être quand même compliqué parce que l'équipe d'Arsenal est plutôt sérieuse sur l'ensemble des deux matchs. J'ai hâte de voir ce que va donner ce PSG Arsenal, on l'avait eu en phase de saison régulière, et puis de l'autre côté aussi, l'opposition de style entre le Barça et l'Inter va être très prometteuse. Ouais. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le match, à vous abonner, à liker et à partager. Vive la Ligue des Champions, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en demi-finale. Merci beaucoup.